Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur l'auteur de la proposition de loi, mes chers collègues, au Sénat, nous connaissons tous parfaitement la place prépondérante des entreprises publiques locales et de l'économie mixte dans nos territoires. Ces sociétés de droit privé, dont le capital est totalement ou partiellement public, permettent de faire converger les moyens et les énergies pour conduire de nombreux projets. Ils concernent aussi bien l'aménagement, l'immobilier ou les services publics locaux. La Caisse des dépôts nous l'a confirmé, les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés d'économie mixte locale sont des éléments clés du dynamisme de nos territoires. Leur succès rend aujourd'hui les EPL incontournables. Il en existe 1 300 en activité, plus de 900 SEM locales et plus de 350 sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d'aménagement. Ensemble, elles représentent plus de 65 000 emplois. Elles ont généré près de 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et elles logent 1,4 million de nos concitoyens. Mais ces sociétés courent aujourd'hui un danger grave, monsieur le ministre. Par une décision du 14 novembre 2018, le Conseil d'État a imposé de manière prétorienne que chaque collectivité actionnaire doivent désormais détenir l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société. D'un trait de plume, le juge administratif a plongé dans l'incertitude la très grande majorité des EPL existantes et bloqué la plupart des projets de création. Cette jurisprudence ne s'appliquait qu'aux seules SPL, mais les SPL d'aménagement et les SEM locales devraient également être concernées puisqu'elles sont soumises à des dispositions similaires. Or, la majorité de ces sociétés sont capitalisées par des collectivités ou des groupements de collectivités qui ne détiennent pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet même de ces sociétés. En l'état, cette jurisprudence sonne le glas des EPL multicouches et de la coopération entre les collectivités. Plus grave, une SPL ne peut exercer son activité que pour le compte des collectivités ou des groupements qui en sont actionnaires. Diminuer le nombre de collectivités pouvant participer au capital, c'est donc limiter le nombre de clients de la SPL et c'est porter atteinte, une atteinte d'ailleurs parfois insurmontable, à la viabilité économique. Les territoires attendent une réponse rapide et efficace du législateur pour contrer cette jurisprudence ou lui apporter un remède. Je suis sûr, mes chers collègues, que vous avez tous reçu des demandes en ce sens et les auditions que nous avons conduites avec monsieur l'auteur de la proposition de loi, le président Hervé Marseille, a démontré l'acuité de ces attentes s'il le fallait. Et c'est donc le but de cette proposition de loi d'Hervé Marseille, dont la commission des lois a entièrement partagé l'objet. Les seuls amendements qu'elle a adoptés visaient d'une part à clarifier la rédaction du texte et d'autre part à en étendre le champ. Afin de rendre la proposition plus claire, la commission des lois a souhaité qu'elle n'introduise que des dispositions strictement nécessaires à la mise en échec de la jurisprudence du Conseil d'État pour ne pas bouleverser inutilement le droit applicable. Nous avons également souhaité que la formulation retenue lève toute ambiguïté sur le rôle des entreprises publiques locales qui sont des prestataires et non des EPCI. Sociétés commerciales strictement tenues par leur objet social, les entreprises publiques locales n'exercent aucune compétence en lieu et place des collectivités actionnaires. Elles fournissent des prestations pour leur compte et sous leur contrôle afin que celles-ci exercent leurs compétences. En ce qui concerne l'extension du champ de la proposition de loi, nous avons souhaité qu'elle s'applique également aux SPL d'aménagement et aux SPL d'aménagement d'intérêt national. Cette extension est justifiée par la volonté de protéger les sociétés publiques d'aménagement contre les effets de la jurisprudence que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi de garder l'homogénéité du droit applicable à l'ensemble des entreprises publiques locales. Enfin, l'article 4 de la proposition de loi a été introduit afin de valider l'actionnariat des entreprises publiques locales existantes qui ne respectent pas le nouveau critère fixé par le Conseil d'État. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point, j'imagine, lors de l'examen des amendements. Enfin, la commission a déposé un amendement de séance tenant à fixer les modalités d'application outre-mer de cette proposition. Pour faire obstacle à toute irrecevabilité financière, je dois vous demander, monsieur le ministre, de bien vouloir donner votre accord à cette application ultramarine. Il s'agit d'un accord sur le principe, car les amendements déposés par le Gouvernement montrent que nous devons encore nous mettre d'accord sur un certain nombre de points. En effet, comme je l'ai dit, nos territoires attendent une réponse
rapide de notre part. Je pense en revanche que cette réponse ne doit pas être formulée au détriment de la clarté et de la prévisibilité du droit applicable aux entreprises publiques locales. Et dans l'examen des amendements, je n'aurai de cesse de rappeler que nous ne devons pas laisser à la jurisprudence le soin de définir un certain nombre de points. C'est bien cette situation qui nous a amenés là où nous en sommes. Cette proposition de loi d'Hervé Marseille a pour objet de répondre à un problème précis. Elle ne doit pas, pour cela, en créer de nouveaux pour nos territoires. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.